Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et on continue avec ces bilans Moto Grand Prix. Il en reste plus que 3 vidéos. Je crois que c'est la 10e que nous faisons ensemble. Et nous passons à une équipe française qui n'a pas vraiment performé cette année. C'est l'équipe Tech 3, l'équipe d'Hervé Poncharal. Au niveau du classement par équipe, 10e simplement avec 42 points. 4 places de perdu par rapport à la saison 2018, moins 162 points. Pour moi, c'est leur pire saison en MotoGP à Tech 3, de ce que j'ai pu voir. J'ai été voir un petit peu les statistiques sur le site Motorsport Stats, pas de sponsor, mais qui a beaucoup de statistiques dessus. Et j'ai pas trouvé plus ancien. Alors après, j'ai pas tous les chiffres. Alors, sur les premières années des saisons Moto Grand Prix, il y a des petites merdouilles encore. Pour moi, 6 sur 20 pour Tech 3. Ça a été la Bérésina. Ça me rappelle quand McLaren est passé au moteur Honda, par exemple. Ou l'année dernière, plutôt quand McLaren a choisi le moteur Renault. Il s'attendait à des merveilles et puis ça s'est pas vraiment produit en Formule 1. Et bien là, en Moto Grand Prix, ça a été pareil. C'est-à-dire que Tech 3, au final, ils pensaient avec KTM avoir plus de soutien, à être mieux lotis qu'avec Yamaha. Et puis je pense que quand ils ont vu les résultats de l'ancienne équipe Andrea Nieto, ils se sont dit: on a peut-être fait un mauvais choix quand même. Là, Hervé Poncharal s'est dit: on a peut-être pondu une belle merde. Parce que le choix de KTM, je pense pas que c'était forcément le choix le plus intéressant pour eux. Ils avaient une moto qui marchait. Alors certes, ils n'avaient pas un soutien technique exceptionnel, mais ils avaient une moto qui marchait. Cette année, ils n'avaient pas vraiment la moto qui marchait. Une moto compliquée, comme pour l'équipe 1. La KTM était aussi compliquée. Un duo de pilotes inexpérimenté sur cette moto-là, mais pas très expérimenté sur toute la carrière en Moto Grand Prix, parce que Miguel Oliveira, c'était sa première année en MotoGP, puis Afis Siafrin est quand même monté rapidement en Moto Grand Prix, donc pas forcément le duo de pilote plus expérimenté. Première année avec un nouveau partenaire, il faut apprendre à connaître la moto. Malgré tout, ils sont quand même très très loin de KTM en termes de résultats. C'est-à-dire, à part Avintia qui est derrière, et derrière de pas grand-chose, au final. Chez Tech 3, je trouve qu'on s'est un peu laissé aller. On s'est dit, comme la moto marche pas, on s'est laissé aller, on était découragé, et puis au final, ça fait qu'il manque beaucoup de points, et pas grand chose a fonctionné cette année. Et c'est très décevant. Pour moi, Tech 3, on peut pas tout mettre sur la KTM. C'est-à-dire, j'ai l'impression que Hervé Poncharal, cette année, il n'avait pas l'air d'être hyper impliqué dans l'équipe. Et moi, je m'attendais à quand même mieux de leur part. Alors, Oliveira a sauvé un petit peu la donne, mais pas tout le temps. Et puis Siafrin, on reviendra sur Siafrin, mais il n'y aura pas grand-chose à dire. La note ne sera pas bonne pour Siafrin. En qualification, Oliveira 13-3. Oliveira en course, c'est 11-5 par rapport à Afis Siafrin. Donc, bien entendu, il me manque les dernières courses de la saison auxquelles il n'a pas participé. Je vous le rappelle. Miguel Oliveira, 12 sur 20, 17e du championnat du monde avec 33 points cette année, 1 top 10, 9 top 15. C'est pas facile pour un débutant d'arriver chez Tech 3 et d'arriver, je pense, dans ces conditions-là. C'était comme aller chez Estrella Galicia l'année dernière, quoi. Je trouve qu'il a plutôt bien relevé la tête. Le défi était pas simple dans une équipe qui était un peu moribonde. On ne l'attendait pas, il faut le dire, on ne l'attendait pas tant que ça. On disait que c'était un peu le pilote qui était placé par KTM. Et puis au final, il fait plutôt des belles choses. Il y a du bon et du moins bon. Il y a quelques ratés. Mais au moins, moi je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant chez Oliveira. C'est peut-être pas le plus rapide, mais il est extrêmement fiable parce qu'il a un seul abandon. 3 did not start. Et l'abandon, c'était Silverstone. C'est-à-dire que c'est même pas de sa faute, c'est Zarco qui lui rentre dedans. Et les 3 did not start, la chute à Phillip Island, dans des conditions qui étaient quand même extrêmement difficiles. Et il était déjà un peu handicapé depuis la chute de Silverstone. Il a tenté de faire le maximum. Bonne fiabilité pour moi. Bonne régularité entre 12 et 15. Et chez KTM, c'était pas évident, parce qu'il est même mieux que Zarco, au final.
Fin de saison un peu compliquée pour moi parce qu'il y a sa blessure à Silverstone et puis la chute à Phillip Island. Mais il a dominé son équipier. Et quand vous êtes en difficulté, c'est ce qu'on vous demande de faire. Parfois devant Zarco aussi, donc c'est-à-dire devant une des motos officielles. Donc ça aussi, c'est bien. Et puis saison intéressante. Petit goût amer pour lui, c'est quand même le fait de ne pas être recruté par l'équipe 1. Mais face à Brad Binder, il a quand même fait un énorme travail en fin de saison en Moto 2. C'est vrai que je peux comprendre le choix de KTM, je comprends même le choix de KTM, parce que pour moi, c'est vrai que Brad Binder, il a la capacité d'apporter des très bonnes choses. Et puis pour Miguel Oliveira, si Brad Binder se plante, il aura le poste. Maintenant, est-ce qu'il va se planter Brad Binder? C'est pas sûr, mais Miguel Oliveira chez Tech 3, c'est pas sûr qu'il reste longtemps chez Tech 3. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2021, il va y avoir pas mal de changements dans les équipes, fin 2020. Il y a pas mal de contrats qui se terminent fin 2020. Peut-être qu'il y a des places intéressantes qui se dégageront pour Miguel Oliveira pour encore montrer encore plus son potentiel. Du côté d'Afis Siafrin, 23e du championnat du monde avec 9 points, c'est moins 7 places par rapport à 2018 et puis surtout 37 points de perdus. J'ai décidé de lui mettre 4 sur 20, 0 top 10, 6 top 15 simplement. Siafrin, ça reste une énigme depuis l'année dernière. C'est-à-dire, il avait très très bien débuté. Et puis après, à partir de la mi-saison, blackout. Et on se souvient que l'année dernière, plusieurs fois, il était dernier de certaines séances à 2 secondes du pilote devant lui. Donc il était vraiment à la rue. Là, cette année, ça a été ça, mais pendant toute la saison. La situation était compliquée parce que lui devait s'adapter à une autre moto, et on voit que les 2 pilotes qui avaient une Yamaha l'année dernière passaient sur une KTM qui est beaucoup plus brutale et pas évident. Il a quand même pas vraiment fait d'efforts. C'est un pilote qui, pour moi, est fragile mentalement. Il a complètement lâché dès qu'il y a eu un petit peu de difficulté. Et tu sentais que des Rérez, il était vraiment plus dedans, et pour lui, il était déjà passé à autre chose. La MotoGP était déjà fini. Enfin, c'est étonnant de lâcher aussi vite. On l'a jamais vu se bagarrer vraiment, quoi. Alors il a de la chance, il marque quelques points parce que Lorenzo était loin, parce que des fois Zarco était pas loin quand Kallio l'a remplacé, mais c'est pas fantastique. Le retour en Moto 2 est pour moi justifié. Il a lâché comme l'année dernière, sauf qu'il a lâché quasiment dès les 3-4 premières courses. Pourtant, je pense qu'il avait la capacité de gérer ça et que ça aurait montré aux autres qui le critiquaient qu'il était capable de gérer ce genre de situation. Mais au final, on a un pilote qui lâche, qui craque mentalement et qui se donne plus à fond. Et puis un peu comme Lorenzo, je pense qu'il manquait de confiance. Et à la fin, ça fait très peu de points et puis surtout une saison noire, une saison blanche. Et on verra s'il arrivera à rebondir facilement l'année prochaine. Les enjeux 2020 pour Tech 3 KTM. Faire mieux, mais alors faire moins va quand même être extrêmement compliqué parce qu'à part finir derrière Avintia, commence à être difficile. Mais quand même, si Avintia a un soutien technique accru de la part de Ducati, à Johan Zarco, Tech 3, s'ils n'améliorent pas leur performance et leur relation avec KTM, ça sera compliqué. Parce que les relations avec KTM n'ont pas été exceptionnelles et je pense que Hervé Poncharal est un petit peu déçu de son choix au final. Au final, Miguel Oliveira reste, donc ça c'est bien pour lui parce qu'il va pouvoir montrer son potentiel. Face à un Iker Lecuona, qui pour moi, je suis étonné de le voir monter en Moto 2. Pour moi, c'est pas le meilleur pilote Moto 2 du monde. Il y avait mieux pour moi, Marini était peut-être plus satisfaisant. Mais Lecuona, pour moi, c'est un pilote qui est quand même capable souvent du pire. Pilote qui en plus est très très jeune, mais je suis encore moins confiant qu'avec Fabio Quartararo l'année dernière. C'est-à-dire que pour moi, c'est un pilote qui certes est rapide, mais pas tant que ça. Certes, il avait une moto compliquée, mais il a quand même beaucoup chuté. Et il a souvent été embarqué dans des mauvais coups, comme du côté de Phillip Island. Donc je suis pas convaincu, mais on verra ce que ça donnera Lecuona. La course à Valence n'était pas si mauvaise avant sa chute, mais il a quand même chuté, donc il n'est pas arrivé au bout. Ce qui confirme un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un pilote qui n'est pas vraiment très fiable et qui, pour moi, mériterait de faire encore une année supplémentaire en Moto 2 pour vraiment se battre pour le titre peut-être, et pour voir vraiment le potentiel qu'il a. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle n'a pas été très sympathique pour KTM.
N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao, ciao!